désigne la puissance exercée par quelqu'un sur un autre. Donc, lorsqu'on exerce une hégémonie, on exerce une puissance. Il y a un rapport de puissance entre quelqu'un qui est fort et quelqu'un qui est faible. Par exemple, nous disons qu'actuellement, le monde se trouve sous une hégémonie américaine. Pourquoi on dit qu'il se trouve sous une hégémonie américaine? Parce qu'il y a une puissance américaine. Nous disons que dans les années 45 jusqu'à, disons, 90, les pays de l'Europe de l'Est se trouvaient sous une hégémonie soviétique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'ils étaient dominés, ils étaient sous une domination, ils subissaient une domination, ils subissaient une puissance soviétique. Et lorsqu'on subit une puissance, lorsqu'on subit une domination, cela veut dire que votre liberté se trouve atténuée, se trouve restreinte, se trouve limitée. Donc vous n'avez plus votre liberté de manœuvre, vous n'avez plus votre liberté de choix. Meilleur exemple de cela, lorsque, par exemple, en 1956, la Hongrie essaye d'adopter quelques règles de libéralisme économique et de démocratie. Que fait l'Union soviétique? L'Union soviétique intervient en Hongrie. Et donc, elle rétablit l'orthodoxie, elle rétablit la doctrine soviétique qui veut qu'il y ait un dirigisme économique. Voilà ce que c'est qu'une hégémonie. Nos pays, mon pays, la Tunisie, votre pays, de quel pays vous êtes? Congo. Du Congo. Vous subissiez l'hégémonie belge. Non, le Congo des Français. Ah, le Congo des Français, le Congo-Brazzaville, n'est-ce pas? Donc le Congo-Brazzaville subissait l'hégémonie française, comme la Tunisie qui subissait l'hégémonie française, c'est-à-dire qu'elle était sous domination française. Voilà donc pour la définition de l'hégémonie. La configuration politique, comme son nom l'indique, cela vous donne, si vous voulez, l'image politique d'un pays, du monde, etc. La configuration politique du monde pendant la période qui nous intéresse, de 45 à 90, était une configuration entre deux mondes, un monde divisé en deux, Est-Ouest. Et nous avons vu qu'après 70, il y a eu une autre configuration qui s'est ajoutée à celle-là. Eh bien, il y a eu la division Nord-Sud. La division Est-Ouest est une division politique et la division Nord-Sud est une division économique. Maintenant, si on veut être simple, prenons la configuration de cette salle. Cela veut dire comment se présente cette salle. Eh bien, cette salle se trouve avec une domination vers ma droite, puisque la majorité de l'assistance se trouve sur ma droite et que très peu se trouve sur ma gauche. Donc voilà l'image que nous avons de la salle. Et c'est la configuration politique. Alors le capitalisme social, c'est une doctrine qui a été suivie notamment en Allemagne, c'est-à-dire que ce n'est pas le capitalisme pur et dur, le capitalisme du laisser-faire, laisser-aller. C'est un capitalisme qui est tempéré par un certain dirigisme d'État. Donc avec une note sociale. Et c'est la grande doctrine politique et économique qui a été suivie par les libéraux et le chancelier allemand, Willy Brandt, qui a été cité par votre camarade à plusieurs reprises. Willy Brandt, bien que ce soit un homme de droite, puisqu'il est le leader de la démocratie chrétienne allemande, eh bien, il a suivi un capitalisme, non pas un capitalisme pur et dur, où les plus forts sont forts et où les plus faibles restent faibles, mais il a essayé de un peu venir en aide aux couches sociales défavorisées. Ce qui fait que l'Allemagne a très vite dépassé toutes les autres nations européennes, bien qu'elle ait été vaincue, détruite, etc. par la guerre, est devenue une véritable puissance, sans chômage, avec plein emploi,
et avec des taux de croissance qui défient toute autre concurrence. Alors le SED, je ne sais pas ce que c'est, mais je pense qu'il s'agit du SPD. Le SPD, c'est le Parti social-démocrate allemand. D'accord? Voilà. Cette fois, j'ai répondu à sa place, maintenant c'était à elle de répondre. Oui. Deuxième année de droit public. En fait, dans cette expérience, comme la conférencière vient de le dire, que l'Allemagne vraiment a pu sortir et marquer une histoire assez importante dans le monde. Bon. Qu'est-ce que l'Allemagne? Qu'est-ce que l'Allemagne? Qu'est-ce que l'Allemagne? Oui. Oui. Apporte comme soutien aux problèmes de conflits qui touchent actuellement les États et envoie des séparations. Je peux prendre un exemple même d'un État européen, de la Géorgie, où on parle du parti séparatiste de la Kapsi et de l'Ossétie du Sud. Oui. Et après cette expérience que l'Allemagne a connue, suite à cette séparation marquée par le mur de Berlin, qu'est-ce que l'Allemagne peut apporter par rapport à ces États-là? Est-ce qu'elle participe à ces conflits ou à ces mafias internationales en soutenant ces conflits armés, parfois séparatistes, excusez, où l'Allemagne a quand même une idée par rapport à une solution qu'elle peut apporter. Et ma deuxième question porte aussi sur le fondement de l'unification allemande suite à la chute de ce mur. Et une petite rectification de votre part sur l'hégémonie belge. L'hégémonie belge sur le Congo RDC. Vous dire que nous jouissons vraiment de notre souveraineté internationale. Oui, mais je parle de la période de la colonisation, vous n'avez pas compris. Bien sûr, mais peut-être ça pourrait être aussi un type d'information, certains peuvent prendre ça à l'actualité. Non. Bien plus. Ok, merci. C'était un peu ça la base de mes deux questions. Merci, bien. Alors pour votre première question, je ne sais pas quoi répondre. Parce que l'Allemagne, je ne pense pas que le Suisse... C'est européen quand même. Hein? C'est quand même une puissance européenne. C'est la première puissance européenne. Hein? C'est la deuxième puissance mondiale. Économiquement et autres. Et je ne pense pas que l'Allemagne puisse soutenir les mouvements qui peuvent déstabiliser l'Europe, etc. Évidemment, cela dépend des courants politiques. Évidemment, le Parti socialiste allemand n'aura pas la même politique que la démocratie chrétienne ou que le Parti libéral. Bien que dans la classe politique allemande, il y a un certain nombre de consensus sur certaines questions. Notamment, c'était le cas de l'unification allemande. En République fédérale allemande, on a toujours cru à l'unification allemande et on a toujours considéré que la division de l'Allemagne était provisoire. Mais nul ne pouvait espérer que ça allait se produire si vite et de manière si soudaine. Là, tout le monde a été pris de court. Et comme l'a dit votre camarade, le chancelier Helmut Kohl, qui est aussi un démocrate chrétien, donc c'est un homme de droite, a su manœuvrer aussi bien à l'égard des États-Unis qu'à l'égard de l'URSS qui existait encore et qui était dirigée par Gorbatchev, pour obtenir très vite cette réunification, notamment grâce au traité 4+2, comme l'a dit votre camarade. Bon, maintenant, en ce qui concerne le fondement de l'unification, l'Allemagne est un seul et unique pays qui a été divisé de manière totalement factice, totalement injuste, parce que les vainqueurs de la guerre ont voulu imposer précisément leur hégémonie sur l'Allemagne. Ils l'ont divisée en 4 zones d'occupation. Au début 3, puis 4. Parce que la France s'est jointe, qui est toujours en retard. Une zone d'occupation soviétique, une zone d'occupation américaine, une zone d'occupation britannique. Et ensuite,
Britanniques et Américains se sont mis d'accord pour donner une petite portion à la France. Donc l'Allemagne a été divisée en 4. Vous pouvez trouver les détails des Länder allemands qui relèvent de la zone soviétique, des Länder allemands qui relèvent de la zone anglaise, des Länder allemands qui relèvent de la zone française et ceux qui relèvent de la zone soviétique. Et Berlin elle-même, la capitale du Troisième Reich, a été divisée en 4 secteurs. Elle a été divisée en 4 secteurs. La ville de Berlin a été divisée en 4 secteurs. Un secteur américain, un secteur anglais, un secteur soviétique et un secteur français. Lorsque, au début, la réforme monétaire, ensuite la création de l'État allemand, la République fédérale allemande, avec l'encouragement des puissances occidentales, eh bien l'Union soviétique a réagi en créant la République démocratique allemande dans la zone qui était occupée par l'Union soviétique. Et elle a fait de Berlin-Est la capitale de la République démocratique allemande, alors que les Occidentaux ont fait de Bonn, la ville de Bonn, n'ont pas pris Berlin, ils ont pris Bonn comme capitale provisoire de la République fédérale allemande. Parce que dans la constitution allemande qu'ils ont appelée la loi fondamentale, ils ont prévu que Berlin ne redeviendra capitale que le jour où elle sera unie. Que l'Allemagne ne pouvait pas avoir pour capitale une ville divisée en deux et qui était traversée par ce que votre camarade a appelé le mur de la honte. Donc, parfois il y avait une seule famille, comme vous le voyez aujourd'hui en Israël. Il y avait une seule famille qui était divisée. Il y avait le père d'un côté et la mère de l'autre parce qu'ils se sont trouvés un beau jour du mauvais côté. Ce fameux jour de 1961. Il y avait des frères et des sœurs, des cousins et des cousines qui étaient séparés par ce fameux mur. Et qui se regardaient au début par les fenêtres qui donnaient sur le mur, avant que les fenêtres soient emmurées elles-mêmes. Donc, le fondement, c'est un seul peuple qui se réunifie, mais cela n'a été possible que grâce à un changement fondamental des relations politiques entre l'Est et l'Ouest, et surtout le fait que l'URSS se soit trouvée dans une position de faiblesse énorme, qu'elle ne pouvait plus soutenir cette division de l'Allemagne. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. D'autres questions? Pardon, monsieur. Oui. Asma a dit qu'en 2005, que l'Allemagne est considérée comme l'homme malade. L'homme malade de l'Europe. Oui, c'est en 2005, mais je pense que l'homme malade, c'est après la guerre mondiale 2. L'Allemagne, elle est réellement l'homme malade. Mais oui. C'est en 2005, ça fait 4 ans de là. Regardez, l'Allemagne n'a jamais été un homme malade. Non, après la guerre mondiale. Non, c'est Asma. L'Allemagne s'est toujours très bien portée. Oui, c'est une puissance. Ça, je même la RDA avec la misère par rapport à la République fédérale allemande, était la première. C'était le premier pays de l'ensemble du bloc de l'Est. Du point de vue du niveau de vie, du point de vue du bien-être, etc. Donc il faut faire attention. Donc cette expression, l'homme malade, comme vient de le dire Mme Chiche, c'est une expression qui a été inventée par les puissances européennes à propos de l'Empire ottoman, pour pouvoir le disloquer et l'abattre, ce qui arriva en 1920, après la Première Guerre mondiale. À ce moment-là, l'Empire ottoman a été aboli, le califat a été aboli, etc. Et toutes les provinces qui dépendaient de l'Empire ottoman ont été érigées en États, en pseudo-États. Genre la Syrie, le Liban, etc. On le voit, qui sont des États non viables, ou la Jordanie, ou la Transjordanie, etc. Tout cela a été le jeu des puissances, notamment la Grande-Bretagne et la France. Mais l'Allemagne a connu des crises, bien évidemment, mais jamais, au grand jamais, la crise économique a frappé l'Allemagne comme les autres pays
de l'Europe. Lorsque la France comptait 1 million de chômeurs, c'était le chiffre symbolique, l'Allemagne comptait quelques dizaines de milliers de chômeurs seulement. Et jusqu'à aujourd'hui, regardez, avec la crise monétaire et économique, le pays toujours qui s'en sort le mieux, c'est toujours l'Allemagne. Parce qu'elle a un tissu industriel et une politique extrêmement rigoureuse. Vous connaissez les Allemands, déjà même dans leur mentalité, les Allemands ont une mentalité tout autre par rapport aux autres puissances occidentales. Oui. Est-ce qu'on pourra considérer que la chute du mur de Berlin, c'est la cause principale de la chute du communisme? Non, c'est au contraire, c'est la conséquence. Elle est la conséquence de la chute du communisme. Lorsque le communisme est devenu faible, et pas le mur de Berlin s'est écroulé comme le monde soviétique. Donc, la chute du mur de Berlin est une conséquence de l'effondrement qui devait